S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener là-bas. Je serai sage. Je promets que je serai sage. 7 mots murmurés par une voix si petite, si brisée, que Dominique Caruso faillit ne pas les entendre à travers la pluie, martelant les rues de Boston. Il était minuit passé, le genre de nuit où la ville semblait retenir son souffle, où la pluie tombait si fort qu'elle engloutissait tout sauf son propre tambourinement incessant. Dom venait de terminer une réunion de 3 heures chez Vincenzo, le restaurant italien de Hanover Street, qui servait de terrain neutre pour les conversations qui ne pouvaient avoir lieu nulle part ailleurs. L'accord était conclu, les lignes de territoire redessinées. Une autre nuit d'affaires dans une vie bâtie sur les affaires. Il sortit par l'entrée arrière dans l'allée. Luca Romano, 2 pas derrière lui, le parapluie déjà levé. Le SUV noir attendait au bout du passage étroit, moteur tournant, les phares coupant les rideaux d'eau. C'est là que Dom l'entendit. Un son qui n'avait pas sa place là. Un petit gémissement étouffé. Le genre de bruit que fait un animal blessé lorsqu'il essaie de ne pas être trouvé. Dom leva la main. Luca s'arrêta instantanément. « Vérifie ça », dit Dom calmement. Luca se dirigea vers la rangée de bennes à ordures pressées contre le mur de briques, une main glissée à l'intérieur de sa veste. Il écarta une plaque de carton appuyée contre le conteneur métallique et se figea. « Patron !» Sa voix était étrange. « Vous devez voir ça. » Dom s'approcha, ses chaussures en cuir éclaboussant les flaques qui l'éviteraient normalement. Il baissa les yeux, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se serra violemment. Un enfant, une petite fille, peut-être 5 ans, recroquevillée en boule entre la benne et le mur. Pas de chaussures. Ses pieds nus saignaient, des coupures visibles même dans la pénombre. La chair à vif pressée contre le béton mouillé. Elle portait ce qui avait été autrefois une robe violette, désormais déchirée et sale, pendue sur une carcasse si frêle qu'il pouvait compter chaque côte à travers le tissu trempé. Ses cheveux étaient blonds, emmêlés et sales, plaqués sur son crâne par la pluie. Ses lèvres étaient bleues de froid. Sa peau était pâle comme du papier. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux, ils étaient bleus, immenses, et ils contenaient quelque chose qui fit que Dominique Caruso, un homme qui avait vu la mort et l'avait donnée sans sourciller, sentit son estomac se nouer. C'étaient des yeux qui avaient été témoins de l'enfer. Des yeux qui avaient cessé d'espérer un secours et n'avaient appris qu'à s'attendre à plus de douleur. Elle leva les yeux vers lui, tremblant si fort que ses dents claquaient, et elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle fixa simplement, comme si elle attendait que le prochain coup tombe. « Jésus-Christ » souffla Luca. Dom s'accroupit lentement, la pluie imbibant son manteau à $10 000. Il s'en moquait. Il gardait ses mouvements délibérés, non menaçants, de la même manière qu'on approche un animal acculé. « Hé » dit-il doucement. « Hé, petite, tout va bien. » Elle ne répondit pas, ne cligna pas des yeux, continuant simplement de trembler. Des pas éclaboussèrent au bout de l'allée. « Elle est là. » Dom leva les yeux. Un homme émergea de l'ombre. Grand, svelte, port militaire, cheveux sombres coupés courts, une cicatrice barrant son sourcil gauche, portant une veste tactique noire malgré la pluie. Il marchait vers eux avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui s'attend à être obéi. Derrière lui, un van noir tournait au ralenti, porte latérale ouverte. L'homme s'arrêta à 15 pieds et Dom vit les menottes pendre de sa main gauche. De petites menottes de taille enfant. « La fille nous appartient », dit l'homme. Son accent était marqué. « Russe. Écartez-vous, ce ne sont pas vos affaires. » Dom ne bougea pas. La petite fille émit un son, un petit gémissement terrifié. Et puis elle fit quelque chose qui brisa ce qui restait du détachement calculé de Dominique Caruso. Elle saisit sa jambe, ses 2 petites mains, des os comme des ailes d'oiseau sous la peau,
enroulée autour de son mollet, et s'y agrippa avec une force désespérée. Elle pressa son visage contre son genou, tout son corps tremblant, et elle parla. Pour la première fois en 3 mois, Lily Grace Hartley ouvrit la bouche et forma des mots. « S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener là-bas. » Sa voix était du gravier, de la rouille, un son qui avait été enfermé si longtemps qu'il se souvenait à peine comment exister. Je serai sage. Je promets que je serai sage. Dom baissa les yeux sur l'enfant accroché à lui. Puis, il regarda l'homme avec les menottes. Le van attendant dans l'obscurité, la pluie lavant le sang des pieds d'une enfant de 5 ans. Quelque chose changea derrière ses yeux, quelque chose de froid et de définitif, comme une porte qui claque. « Cette fille vous appartient ?» demanda Dom. Sa voix était douce, presque suave, légère comme de la soie. Lucas fit un pas discret en arrière. Il connaissait cette voix. Tous ceux qui travaillaient pour Dominique Caruso connaissaient cette voix. C'était la voix qui précédait la mort de quelqu'un. Le Russe ne tressaillit pas au ton de Dom. Soit il était trop arrogant pour reconnaître le danger, soit trop stupide. Dom soupçonnait les deux. « La fille est une marchandise », dit l'homme, sa voix plate et professionnelle, comme s'il discutait d'une cargaison de matériel électronique, propriété de l'organisation Koslov. Elle est transportée vers un client très important qui a déjà payé. Marchandise, propriété, client. Les mots frappèrent Dom comme des balles, chacun plus fort que le précédent. Il comprit immédiatement ce qu'il regardait, ce que cet homme était, ce que ce van contenait. Trafic d'enfants. La pluie continuait de tomber. La petite fille continuait de trembler contre sa jambe. Et quelque part au plus profond de l'esprit de Dominique Caruso, une porte qu'il avait gardée verrouillée pendant 20 ans vola en éclats. Il la vit. Isabella, 8 ans, boucles brunes, sourire édenté, debout sur le seuil de leur maison d'enfance, lui faisant signe de la main alors qu'il partait pour l'école. « À plus tard, Domi. » Ce fut la dernière fois qu'il la vit. 3 heures plus tard, elle avait disparu, enlevée, évanouie dans un cauchemar qui se termina dans une tombe peu profonde, à l'extérieur de Newark. Son corps retrouvé 6 mois plus tard par un promeneur de chiens. Il avait 17 ans. Il n'avait pas pu la sauver. 20 ans. 20 ans à bâtir un empire, à devenir la chose que les monstres craignaient, à s'assurer que personne ne lui reprendrait plus jamais rien. Et maintenant cet enfant, cette petite fille brisée aux yeux pleins d'enfer, serrait sa jambe comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui se noie. Ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de son pantalon, des doigts fins, comme des bâtonnets. Il pouvait sentir chaque os. « Elle vient avec moi », dit le Russe, faisant un pas en avant. « Maintenant. » Sergei Voulkov. Dom reconnut le type. Ancien militaire, probablement Spetsnaz, maintenant, bras armés privés pour quiconque payait assez. La Bratva Klov s'étendait à Boston depuis 2 ans, mais ils avaient été assez intelligents pour rester hors du territoire Caruso. Jusqu'à ce soir, Sergei leva la main et claqua des doigts. Les portes du van s'ouvrirent plus largement et 4 hommes en sortirent de sous la pluie, équipés de matériel tactique armé. Ils se déployèrent en formation lâche, bloquant la sortie de l'allée. 5 contre 2. Sergei sourit. « Vous voyez, monsieur Caruso, » dit Dom calmement. Dominique Caruso. Le sourire vacilla juste une seconde, mais il vacilla. Caruso. Les yeux de Sergei se rétrécirent. « J'ai entendu le nom, mais ce ne sont pas vos affaires. La fille est la propriété de Koslov. Partez, et il n'y aura pas de problème. » Dom ne répondit pas. Il bougea simplement sa main gauche. 2 doigts tendus. Un geste si petit qu'il était presque invisible. Lucas bougea. 8 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Le premier homme tomba avec un couteau dans la gorge avant d'avoir pu lever son arme. Le second se tourna vers le bruit et reçut le coude de Lucas sur sa tempe,
s'effondrant comme du papier mouillé. Le troisième réussit à lever son arme, mais Lucas était déjà au corps à corps, redirigeant le canon, brisant le poignet, utilisant l'arme même de l'homme pour loger une balle dans le genou du quatrième homme. 8 secondes. 4 hommes à terre. Lucas se tenait sous la pluie, respirant à peine plus fort, l'arme volée désormais pointée sur la poitrine de Sergueï. La main de Sergueï bougea vers sa propre arme. « Ne fais pas ça, dit Dom. » Sergueï dégaina quand même. Le coup de feu vint de quelque part à la droite de Dom. Il n'avait même pas vu Lucas bouger à nouveau. Mais l'arme de Sergueï tomba lourdement sur le sol détrempé, et le Russe tomba à genoux, agrippant son épaule, le sang suintant entre ses doigts. « Vous » haleta Sergueï, la pluie ruisselant sur son visage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Dom le regarda. Vraiment le regarda. Et puis il fit quelque chose qui surprit même Lucas. Il enleva son manteau, le par-dessus en cachemire, fait sur mesure, valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il le retira et s'accroupit, le drapant doucement sur l'enfant tremblante, toujours attachée à sa jambe. Le manteau l'engloutit tout entière. Elle disparut à l'intérieur. Juste un petit visage pâle, scrutant depuis un océan de tissu sombre. Ses yeux bleus, le regardant avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir. Pas encore, mais pas le vide mort d'auparavant. Dom se baissa et la ramassa. Elle ne pesait rien, littéralement rien, comme tenir un paquet de brindilles enveloppé dans un chiffon mouillé. Il pouvait sentir ses côtes contre son bras, son cœur martelant contre sa poitrine comme un oiseau piégé. Elle ne se battit pas contre lui, ne cria pas, enfouit simplement son visage dans son cou et s'agrippa. Dom enjamba Sergueï, qui était toujours agenouillé dans une flaque croissante d'eau de pluie et de sang, et s'arrêta. « Retourne voir Victor Clough, » dit Dom, sa voix portant clairement malgré la pluie. « Dis-lui que cette fille m'appartient maintenant. » Il commença à marcher vers son SUV. « Et dis-lui, » ajouta Dom sans se retourner. « S'il veut la récupérer, il sait où me trouver. » Il grimpa sur la banquette arrière, l'enfant toujours cramponné à lui, toujours enveloppé dans son manteau. Lucas se glissa au volant et démarra, laissant Sergueï Volkov saigner sous la pluie. Dans la chaleur de la voiture, la petite fille leva enfin la tête. Elle regarda Dom avec ses 2 vieux yeux. « Est-ce que vous... » Sa voix se fêla, se brisa. « Est-ce que vous m'emmenez dans un endroit mauvais ?» Dom la regarda les ecchymoses sur ses bras fins, les cicatrices dépassant dessous le manteau, la peur qui habitait chaque ligne de son corps. « Non, dit-il, je t'emmène dans un endroit sûr. » Elle le fixa pendant un long moment, puis elle reposa sa tête contre sa poitrine et ferma les yeux. Elle ne le croyait pas, mais elle était trop fatiguée pour fuir encore. Le domaine Caruso s'étendait sur 12 acres de terrain, entretenus à Brooklyn. Une villa de style toscan qui appartenait à la famille depuis 3 générations. 15 chambres, un personnel de 20 personnes, des systèmes de sécurité rivalisant avec des installations gouvernementales et des murs assez hauts pour tenir le monde à l'écart. Ce soir, ces murs ressemblaient à une forteresse. Le docteur Elena Vasquez arriva à 2h17 du matin, sac médical à la main, ne posant aucune question. Elle était le médecin de famille depuis 11 ans. Elle savait quand parler et quand se taire. Dom la conduisit à la chambre d'amis au 2e étage, où Madame Rosa Santini avait déjà préparé un lit. La petite fille y était assise au centre, toujours enveloppée dans le manteau ruiné de Dom, sans bouger, sans parler, clignant à peine des yeux. « J'ai besoin de l'examiner, » dit Elena calmement. Laissée seule avec seulement Rosa, Dom acquiesça et sortit. Il se tint dans le couloir avec Lucas, bras croisés, fixant la porte close. Les minutes passèrent. 10, 20, 30. La porte s'ouvrit. Elena sortit. Son visage lui dit tout avant même qu'elle ne prononce un seul mot. « Le nom de l'enfant est inconnu, » commença Elena, sa voix soigneusement contrôlée, mais Dom perçut le tremblement sous-jacent.
Âge approximatif, 5 ans. État physique. Elle s'arrêta, prit une inspiration. Elle a des cicatrices de corde aux 2 poignets et aux chevilles. Plusieurs couches, certaines anciennes, d'autres fraîches. Elle a été attachée à plusieurs reprises, sur une période prolongée. Les mains de Dom se crispèrent en poings. Il y a au moins 12 marques de brûlures circulaires sur son dos. Des brûlures de cigarettes, à différents stades de guérison. Les plus anciennes datent de plusieurs mois. Les plus récentes d'environ 1 semaine. Lucas émit un son, quelque chose entre un juron et une prière. Les côtes 4 et 7 du côté gauche montrent des signes de fractures antérieures qui ont guéri sans traitement médical. Argent. Elles n'ont jamais été remises correctement. La voix d'Elena vacilla. Elle pèse 31 livres, Dom. L'enfant de 5 ans moyen pèse entre 40 et 45. Elle a le poids d'une enfant de 3 ans. Malnutrition sévère. Déshydratation. Signe de négligence prolongée. Les articulations de Dom craquèrent. Le son fut fort dans le couloir silencieux. « Il y a plus », dit Elena. Elle n'a pas parlé depuis que Rosa l'a amenée. Pas un mot, pas un son, compte tenu des circonstances dans lesquelles vous l'avez trouvée. Je pense qu'elle souffre de mutisme sélectif. C'est une réponse au traumatisme. Son esprit a essentiellement coupé la communication verbale comme mécanisme de défense. Elle m'a parlé, dit Dom calmement. Dans l'allée, elle m'a demandé de ne pas les laisser la reprendre. Elena le regarda avec quelque chose de proche de l'émerveillement. Alors vous êtes peut-être la première personne à qui elle s'est sentie assez en sécurité pour parler depuis des mois. C'est significatif. Dom, c'est énorme. Dom ne dit rien. Patron, commença Lucas, sa voix rauque. Cette fille, ce qu'elle a traversé. Je sais. 2 mots. Plat. Définitif. Ils portèrent le poids de toutes les horreurs qu'Elena venait de décrire. Dom poussa la porte et entra. La réaction fut immédiate. La petite fille recula précipitamment sur le lit, se pressant dans le coin où la tête de lit rejoignait le mur. Ses yeux s'agrandirent, les pupilles dilatées, le corps se repliant sur lui-même comme si elle essayait de disparaître. Elle ne regardait pas Dom. Elle regardait chaque homme qui l'avait jamais blessée, chaque ombre qui avait apporté de la douleur. Elle était terrifiée par lui. Dom s'arrêta de bouger. Il comprit instantanément. Des hommes lui avaient pas fait ça. Des hommes l'avaient brûlé, brisé, lié comme un animal. Et maintenant, un autre homme venait d'entrer dans son espace. Lentement, prudemment, Dom se laissa glisser au sol. Il s'assit sur le tapis, à 5 pieds du lit, se faisant petit, le dos contre le mur, ses mains visibles et ouvertes sur ses genoux. Il ne s'approcha pas d'elle, ne tendit pas la main, s'assit simplement là à sa hauteur, occupant aussi peu d'espace que possible. « Personne ici ne va te faire de mal », dit-il doucement. « Je te le promets. » La fille ne répondit pas. Mais elle le regardait maintenant, non plus avec la terreur aveugle d'avant, mais avec une attention prudente, calculatrice, le jaugeant. « Je m'appelle Dominique, » continua-t-il. « Mais tu peux m'appeler Dom, ou rien du tout. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas dire. » Elle ne parla toujours pas, mais quelque chose changea dans sa posture, une fraction moins tendue, un millimètre de peur apaisée. C'était assez. La porte s'ouvrit doucement, et Madame Rosa entra portant un petit plateau. Dessus se trouvait une seule tasse de lait chaud et une assiette de biscuits secs. Rosa posa le plateau sur la table de chevet et recula, laissant de l'espace à l'enfant. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré dans le couloir. Elle avait élevé 2 enfants et enterré un petit enfant. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel que les marques sur le corps de cette petite fille. Le regard de l'enfant se fixa sur la tasse de lait. Elle la regarda comme si c'était quelque chose venant d'une autre planète, comme si elle n'avait jamais vu une telle chose de sa vie. Ses yeux passèrent de la tasse à Dom, puis retournèrent à la tasse,
puis revinrent à Dom, demandant la permission de boire une tasse de lait. Dom sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « C'est pour toi, dit-il doucement. Tu peux le prendre. » La fille le regarda encore une fois. Puis, lentement, elle tendit sa petite main cicatrisée vers la tasse. Tony Marino était réveillé depuis 3 heures, ses doigts volant sur plusieurs claviers, les écrans projetant une lumière bleue sur son visage dans le centre technique du sous-sol du domaine Caruso. On l'appelait Tech, pour une raison. Il n'y avait pas de base de données qu'il ne pouvait craquer, pas de pare-feu qu'il ne pouvait percer, pas de secret qu'il ne pouvait déterrer. Mais ce soir, ce qu'il trouva lui donna envie de vomir. « Je l'ai », dit Tony, alors que Dom et Marco entrèrent dans la pièce. Le nom de la fille est Lily Grace Hartley, âgée de 5 ans, née le 15 mars 2019 à Hartford, Connecticut. Il afficha une photographie sur l'écran central. Dom s'arrêta de respirer. C'était un portrait de famille, professionnel, pris dans un studio avec un éclairage doux et un fond de couleur crème. Un père aux yeux bienveillants et au sourire doux. Une mère aux cheveux blonds, miel, sa main posée sur l'épaule de sa fille. Et entre eux, une petite fille, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus. Mais sur cette photographie, ses yeux pétillaient de vie. Ses joues étaient rondes et roses. Elle riait de quelque chose hors champ, édentée et joyeuse, portant une robe violette avec des fleurs blanches. La même robe violette, désormais déchirée et sale, enveloppant un squelette. Ses parents étaient Daniel et Sarah Hartley, continua Tony, sa voix plate, contrôlée. Il y a 6 mois, leur maison a été envahie. Le rapport de police officiel parle d'un cambriolage qui a mal tourné. Les 2 parents ont été tués. La fille a été répertoriée comme disparue, présumée morte. Marco Benedetti se tenait derrière Tony, son visage usé par le temps taillé dans la pierre. À 62 ans, le vieux consiglière avait tout vu, mais ses yeux étaient sombres, d'une chose qui ressemblait à du chagrin. « Ce n'était pas un cambriolage », dit Marco calmement. « Je traque les opérations de Clove depuis des mois. C'est leur mode opératoire. Ils ciblent des familles dans des quartiers calmes. Tuent un dans les parents, prennent les enfants, font passer ça pour de la violence aléatoire. »« Pourquoi ?» demanda Lucas depuis l'embrasure de la porte. « Parce que les orphelins sont plus faciles à vendre, » dit amèrement Tony. « Personne ne vient les chercher. L'affaire est classée. L'enfant disparaît dans le système. » Il tapa à nouveau et un nouveau document apparut à l'écran. Un manifeste d'expédition. Des dates, des lieux, des noms de code. Lily a été déplacée par 3 points de transit en 6 mois. De Hartford à Newark, de New York à Philadelphie, de Philadelphie à Boston. La nuit dernière devait être son transfert final. « Vers où ?» demanda Dom. La mâchoire de Tony se crispa. L'acheteur n'est répertorié que sous le nom de Client 47. Compte tenu du prix, 2 millions de dollars, et des spécifications demandées. Je dirais, un collectionneur privé quelque part à l'étranger. Elle serait partie d'ici le matin. Nous ne l'aurions jamais retrouvée. Le silence emplit la pièce, lourd, étouffant. 2 étages plus haut, la salle de bain était remplie de vapeur et du bruit de l'eau qui coule. Missus, Rosa s'agenouilla près de la baignoire, ses manches retroussées, versant doucement de l'eau tiède sur le dos de Lily avec un gobelet en plastique. Elle avait vu les brûlures, les cicatrices, les endroits où l'enfance aurait dû être et ne l'était pas. Lily restait immobile dans l'eau peu profonde, les bras enroulés autour de ses genoux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne sanglotait pas, ne faisait aucun bruit, pleurait juste sans bruit. La façon dont les enfants apprennent à pleurer quand crier fort apporte une punition. Elle ne se battait pas contre Rosa, ne résistait pas. Son corps était mou, docile, conditionné par des mois d'horreur à simplement endurer ce qu'on lui faisait. Cette docilité brisa Rosa plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. « Non, non, non », murmura Rosa,
ses propres larmes tombant maintenant. Elle coupa l'eau et monta dans la baignoire, tout habillée, rassemblant la minuscule fille dans ses bras. « C'est fini, petite, c'est fini. » Elles restèrent assises, là ensemble sur le carrelage, une vieille femme et une enfant brisée, se tenant l'une l'autre alors que l'eau refroidissait. Lily leva les yeux vers le visage de Rosa, vit les larmes, et quelque chose comme de la confusion vacilla dans ses yeux. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi une adulte pleurait pour elle. En bas, Dom fixait la photographie de famille, toujours figée sur l'écran. La fille qui riait dans la robe violette, les parents qui l'avaient assez aimée pour encadrer ce moment pour toujours. Tous disparus maintenant. Les parents sous terre, le rire effacé, l'enfant réduit à des os et à de la peur. « Donne-moi tout sur le réseau de Clove, » dit Dom, sa voix étant à peine un murmure. « Chaque nom, chaque itinéraire, chaque acheteur. Je veux tout savoir. »« Ça va signifier la guerre, » dit prudemment Marco. « Clove ne lâchera pas l'affaire. Cet enfant représente un investissement significatif pour lui. » Investissement. Dom cracha le mot comme du poison. Elle a 5 ans. Son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. Dom répondit. Dominique Caruso. La voix était fluide, cultivée, portant la légère inflexion d'un accent russe enveloppé dans une éducation coûteuse. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » La main de Dom se crispa sur le téléphone. « Je m'appelle Victor Clove, et vous venez de me voler 2 millions de dollars. » Une pause, un rire léger. « Je les veux en retour. » Dom sortit de la salle technique pour rejoindre le couloir vide, le téléphone pressé contre son oreille, ses pas résonnant sur le sol de marbre. « 2 millions de dollars, répéta Victor Koslov, sa voix lisse comme un vieux whisky. C'est ce que mon client a payé pour ce produit particulier. Un prix premium pour une marchandise premium. Cheveux blonds, yeux bleus, assez jeune pour être malléable. Vous comprenez? La mâchoire de Dom se serra si fort qu'il sentit ses dents craquer. Elle n'est pas une marchandise. Bien sûr qu'elle l'est. Clove rit doucement. Un son cultivé qui aurait eu sa place dans les opéras et les galas de charité. Tout est marchandise, monsieur Caruso. Vous, moi, la fille. Nous sommes tous des marchandises. La seule différence est l'étiquette de prix. Elle a 5 ans. Oui, c'est précisément pour cela qu'elle vaut 2 millions. Plus ils sont jeunes, plus la valeur est élevée. Un homme d'affaires de votre envergure comprend sûrement l'offre et la demande. Dom s'arrêta de marcher. Sa main libre s'appuya à plat contre le mur, se stabilisant contre la vague de rage qui menaçait de noyer son sang-froid. « Voici mon offre, » continua plaisamment Clove. « Rendez la fille sous 24 heures et nous oublierons ce malentendu. Aucun mal ne sera fait. Ou, si vous vous y êtes attaché, vous pouvez l'acheter vous-même. 2 millions plus 500 000 pour le dérangement. En liquide, intraçable. Je suis un homme raisonnable. Vous avez tué ses parents. » Une brève pause. « Ah, vous avez fait vos recherches. » »« Oui. » »« Malheureux, mais nécessaire. Les acquisitions propres exigent des antécédents propres. Les orphelins sont tellement plus simples que les victimes d'enlèvement. Vous ne trouvez pas ? Personne ne cherche des enfants qui sont déjà présumés morts. » Dom ferma les yeux, revit le portrait de famille, la fille riante dans la robe violette. Les parents qui ne la tiendraient plus jamais. « Son nom est Lily, » dit Dom calmement. « Lily Grace Hartley. Elle a un nom. Elle avait une famille. Et vous les avez massacrés comme des animaux pour vendre leur fille. Sentimentalité. » La voix de Clove se durcit légèrement. J'attendais mieux du chef de la famille Caruso. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous commerçons tous les deux avec des vies humaines. Nous profitons tous les deux des ténèbres. La seule différence, c'est que je suis honnête sur ce que je suis. Nous ne nous ressemblons en rien. Non? Combien d'hommes sont morts sur vos ordres, Caruso?
combien de familles ont pleuré à cause de vos décisions commerciales? Vous vous drapez dans des codes et de l'honneur. Mais en dessous, vous êtes le même que moi. Un prédateur. Un monstre. La seule question est de savoir quel monstre gagne. À l'étage, dans une chambre baignée par la lumière douce d'une lampe, Mrs. Rosa était assise derrière Lily sur le lit, passant doucement un peigne à dents larges dans les cheveux fraîchement lavés de la petite fille. Les nœuds étaient maintenant partis. La crasse nettoyée, révélant des mèches d'or pâle qui tombaient au-delà de ses épaules fines. « Ah, de si beaux cheveux !» murmura Rosa doucement, comme le soleil. Lily restait parfaitement immobile, fixant son reflet dans le miroir de la coiffeuse à l'autre bout de la pièce. Ses yeux étaient distants, flous, comme s'il regardait une étrangère. Rosa comprit. La fille ne se reconnaissait plus. L'enfant dans ce miroir ne correspondait plus à celle qu'elle se souvenait avoir été auparavant. « Vous savez, » continua Rosa, sa voix douce et chaleureuse. Quand Dominique était petit, il avait des cheveux qui se dressaient dans toutes les directions. Quoi que je fasse, il ne voulait pas se tenir tranquille. Sa mère plaisantait en disant qu'il était né en se battant, même ses cheveux. Lily ne répondit pas, mais sa tête s'inclina légèrement, écoutant. Il avait une sœur, Isabella. C'était la plus douce, toujours à rire, toujours à chanter. Elle suivait Dominique partout, comme une petite ombre. Il faisait semblant que ça l'ennuyait, mais il l'aimait plus que tout au monde. La voix de Rosa s'adoucit sous un vieux chagrin. Elle a été enlevée quand elle avait 8 ans. Dominique en avait 17. Il ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir été là pour la protéger. Le reflet de Lily cligna des yeux. Quelque chose vacilla dans ses yeux bleus creusés. Puis lentement, si lentement, sa petite main s'avança et toucha le poignet de Rosa. Juste un contact, léger comme une plume, à peine là. Mais Rosa le sentit comme un tremblement de terre. C'était la première fois que Lily touchait volontairement un autre être humain depuis son arrivée dans cette maison. La première fois qu'elle tendait la main au lieu de se retirer. Les yeux de Rosa s'emplirent de larmes, mais elle ne bougea pas, ne respira plus, de peur de rompre l'instant. Dans le couloir en dessous, la voix de Dom était devenue de glace. « Écoute attentivement, Koslov. La fille reste avec moi. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas une marchandise. Elle n'est pas un produit. Et si tu la veux, tu devras passer par moi pour la voir. » Silence sur la ligne. Puis Clove parla. Toute prétention de politesse avait disparu. « Vous venez de me déclarer la guerre, Caruso. » Non. La voix de Dom était toujours enveloppée de velours. « Tu m'as déclaré la guerre au moment où tu as posé les mains sur une enfant. » La ligne se coupa. Dom abaissa le téléphone et se tourna vers Marco, qui s'était tenu silencieusement dans l'ombre. « Triple la sécurité, » dit Dom. « Chaque entrée, chaque sortie, chaque fenêtre. Je veux des hommes sur le toit et dans les arbres. Je veux des capteurs de mouvement sur chaque pouce du périmètre. » Marco acquiesça lentement. « Et si Clove vient ?» Les yeux de Dom étaient sombres, vides, les yeux d'un homme qui avait déjà pris sa décision. « Alors nous tuerons tous ceux qui l'amènera avec lui. » 3 jours passèrent comme de l'eau lente. Lily ne parlait toujours pas. Pas un mot, pas un son, mais quelque chose changeait en elle. De petits mouvements sous la surface, comme de la glace commençant à craquer sur un lac gelé. Elle mangeait maintenant. Pas beaucoup. Quelques bouchées de pain grillé, un demi-bol de soupe, de petits morceaux de fruits que Rosa découpait avec soin. Mais elle ne tressaillait plus quand on posait de la nourriture devant elle. Elle n'attendait plus la permission pour lever sa cuillère. Elle laissait Rosa la toucher, laissait la vieille femme brosser ses cheveux, l'aider à s'habiller, lui tenir la main quand elle marchait dans les longs couloirs du domaine. Elle ne recherchait pas le contact, mais elle ne se retirait plus non plus. Et elle suivait Dom. Pas de près, jamais de près. Mais chaque fois qu'il se déplaçait dans la maison, une petite ombre le suivait, toujours à distance, toujours à l'affût. Elle se tenait dans l'encadrement des portes, scrutait les coins, suivait ses mouvements
avec ses énormes yeux bleus qui voyaient tout et ne révélaient rien. Dom faisait semblant de ne pas remarquer, mais il remarquait. Le troisième soir, Dom était assis dans son bureau, examinant des rapports de renseignements sur le réseau de Koslov. Des cartes étalées sur son bureau, des photographies épinglées sur un tableau de liège, des dossiers financiers soulignant des transferts suspects. La guerre arrivait. Il le sentait dans ses os. Un mouvement furtif à la porte. Dom ne leva pas les yeux des documents. « Tu peux entrer », dit-il calmement. Silence. Puis elle se plaça à l'endroit offrant le chemin le plus dégagé vers la sortie. « Maligne », pensa-t-il, prévoyant toujours des issues de secours. Dom continua de travailler. Les minutes passèrent. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement. La pluie commença à tapoter contre les fenêtres, douce et rythmée. Finalement, Dom posa son stylo et fit pivoter son fauteuil. Lily était assise en boule dans le coin, genoux remontés contre sa poitrine, bras enroulés autour d'un petit ours en peluche marron que Rosa lui avait acheté 2 jours auparavant. Elle l'observait avec une attention sans ciller, le corps tendu, mais ne tremblant plus. « Progrès, est-ce que tu as faim ?» demanda Dom. Elle secoua la tête. « Est-ce que tu as froid ?» Un autre secouement. Dom se pencha légèrement en avant, sa voix s'adoucissant. « Est-ce que tu as peur ?» Lily se figea, complètement, parfaitement immobile. Puis lentement, son menton s'abaissa. Un seul signe de tête. Dom se leva de sa chaise et le corps de Lily se tendit immédiatement, se préparant à quelque chose de mauvais. Il s'arrêta. Puis prudemment, il s'abaissa au sol, s'asseyant en tailleur sur le tapis, se mettant à sa hauteur. « J'avais peur, moi aussi, » dit-il doucement. « Quand j'étais jeune, quand ma sœur a été enlevée. » Les yeux de Lily vacillèrent, écoutant. Son nom était Isabella. Elle avait 8 ans. Un jour, elle était là à rire, à me tirer les cheveux, à me rendre fou. Le lendemain, elle était partie. La voix de Dom restait stable, mais ses mains étaient à plat sur ses genoux, pressant fort. Quand ils l'ont prise, j'avais tellement peur que je ne pouvais plus bouger, plus respirer, plus rien faire. Il regarda directement Lily. J'étais censé la protéger. C'était mon travail. Les grands frères protègent les petites sœurs. Mais j'ai échoué et elle est morte parce que je n'étais pas là. La pluie tombait plus fort dehors. À l'intérieur, la pièce était parfaitement silencieuse. J'ai eu peur pendant longtemps après ça, continua Dom. Des années. Chaque nuit, j'avais peur. Chaque matin, j'avais peur. Je pensais que la peur ne s'arrêterait jamais. Les bras de Lily se serrèrent autour de son ours. Mais ensuite, quelque chose a changé. Les yeux de Dom tinrent les siens, sombres et stables. J'ai cessé d'être celui qui avait peur. Je suis devenu la chose que les autres craignent. Il laissa cela flotter dans l'air entre eux. Maintenant, quand des hommes méchants pensent à blesser quelqu'un à qui je tiens, ils doivent penser à moi d'abord. Et la plupart décident que ça n'en vaut pas le risque. Lily le fixa, et pour la première fois depuis l'allée, ses yeux n'étaient pas plus vides. Il y avait quelque chose là, une étincelle, une question. Puis elle bougea. Elle se leva lentement, serrant toujours l'ours, et marcha vers lui. De petits pas prudents, comme un animal sauvage approchant d'une chose inconnue. Elle s'arrêta juste hors de portée de ses bras et posa l'ours en peluche sur son genou. Dom baissa les yeux sur le petit animal en peluche, puis releva son visage. Lily ouvrit la bouche. Sa gorge travailla et puis des mots sortirent, rudes, rouillés, éraflés par 3 mois de silence. Lily, plus peur, ici. 7 mots. 7 mots qui frappèrent Dominique Caruso plus fort que n'importe quelle balle n'aurait pu le faire. Elle était restée silencieuse pendant 3 mois. Elle avait vu ses parents mourir, avait été vendue comme du bétail, transportée à travers les frontières d'État, préparée à un sort pire que la mort. Et pendant tout ce temps,
Elle n'avait pas dit un seul mot à personne. Mais elle lui avait parlé. Dom ne bougea pas, ne respira pas, resta simplement assis là, sur le sol de son bureau, un ours en peluche sur son genou, regardant une petite fille brisée qui venait de lui donner quelque chose qu'elle n'avait donné à personne d'autre en 90 jours. Sa voix, sa confiance. Après cette nuit dans le bureau, quelque chose changea. Lily commença à suivre Dom partout. Pas de près, jamais de près, mais elle était toujours là. Un petit fantôme dérivant à 10 pieds derrière lui, observant, attendant, traquant ses mouvements à travers la maison, comme s'il était le seul point fixe dans son monde en rotation. Dom allait à la cuisine. Lily apparaissait dans l'encadrement de la porte 2 minutes plus tard. Dom allait à son bureau. Lily s'installait dans son coin, les bras nus, les yeux ne le quittant jamais. Dom rencontrait ses lieutenants dans la salle de conférence. Lily s'asseyait par terre près de la fenêtre, avec une boîte de crayons de couleur que Rosa lui avait donnée, dessinant des images que personne n'avait le droit de voir. Lucas l'a remarqué le premier. « Patron », dit-il un après-midi, regardant Lily suivre Dom dans le couloir, à sa distance habituelle. « Je crois que vous avez un nouveau garde du corps. » Dom jeta un coup d'œil en arrière vers la petite silhouette planant près de l'escalier. « Elle ne dérange personne. » « Je n'ai pas dit qu'elle le faisait. » Lucas grimaça un sourire. « Je dis juste. Le plus petit soldat de l'armée Caruso. » Dom lui lança un regard qui aurait fait tressaillir la plupart des hommes. Lucas continua de sourire. Les petits moments s'accumulaient, comme des flocons de neige. Au dîner, Lily s'asseyait à côté de Dom à la longue table à manger, éclipsée par la chaise massive, ses pieds ballant à un pied du sol. Elle ne mangeait pas tant qu'il n'avait pas mangé en premier. À chaque repas, elle le regardait prendre la première bouchée, attendait, puis levait lentement sa propre fourchette, testant l'absence de poison, s'assurant que la nourriture était sûre. Cela brisait le cœur de Rosa à chaque fois. Dans le bureau, pendant que Dom lisait des rapports et signait des documents, Lily se recroquevillait sur le canapé en cuir à l'autre bout de la pièce. Un soir, Dom leva les yeux de son travail pour la trouver endormie. L'ours en peluche serré contre sa poitrine, sa respiration lente et régulière. Elle s'était endormie en sa présence. Une enfant qui avait passé des mois à être blessée par des adultes, qui avait appris que fermer les yeux autour des gens signifiait danger. S'était endormie dans son bureau, comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Dom ne bougea pas pendant 1 heure, restant simplement là à la regarder dormir, quelque chose d'innommé et de lourd s'installant dans sa poitrine. À 2h47 du matin, l'alarme périmétrique se mit à hurler. Dom était hors du lit et en bas des escaliers en 30 secondes, arme à la main, Lucas déjà à la console de sécurité. À travers les moniteurs, ils virent une silhouette sombre s'enfuir de la porte principale, disparaissant dans les arbres au-delà de la limite de propriété. « Qu'ont-ils laissé ?» demanda Dom. Lucas zooma sur la caméra de la porte. Une poupée gisait sur le sol mouillé juste à l'intérieur des barreaux de fer. Cheveux blonds, robe bleue. Elle avait été mise en pièces, les membres arrachés, le rembourrage éparpillé comme de la neige. Un morceau de papier était épinglé sur sa poitrine. Lucas le récupéra 5 minutes plus tard, portant des gants, le manipulant par les bords. Le message était écrit à l'encre rouge. 2 millions, ou la fille. Le visage de Dom ne changea pas, mais ses yeux devinrent sans vie. « Brûle-le, dit-il. Elle ne doit pas voir ça. Elle ne doit pas en entendre parler. Compris ?» Lucas acquiesça. À l'aube, Tony avait craqué le cryptage d'une série de messages interceptés du réseau de Koslov. Non. « Ils préparent quelque chose d'important, » dit Tony, affichant les données sur ses écrans. Multiples références à l'extraction et au calendrier. D'après les schémas de communication, j'estime que nous avons 48 heures, peut-être moins. Marco se tenait à l'épaule de Dom, son visage usé par le temps étant sinistre. « Il ne va pas négocier. Il va la prendre par la force. »
Alors nous ne le laisserons pas faire. Dom se tourna pour faire face à la pièce où ses hommes les plus fidèles s'étaient rassemblés. Lucas, Marco, Tony, 6 capots qui contrôlaient différents secteurs de son opération. Triplez la rotation de garde. Je veux des tireurs d'élite sur le toit, des patrouilles sur le terrain, des capteurs de mouvement sur chaque pouce du périmètre. Personne n'entre ni ne sort sans que je le sache. Et s'ils percent ? Demanda l'un des capots. Ils ne perceront pas. La voix de Dom ne laissait aucune place à l'argumentation. Alors que la réunion continuait, les yeux de Dom dérivèrent vers le moniteur de sécurité sur le mur. La caméra montrait le couloir de l'étage, la chambre de Lily. Elle se tenait à la fenêtre, sa petite silhouette encadrée contre la vitre sombre. L'ours en peluche pendait d'une main. Elle ne regardait rien à l'intérieur de la pièce. Elle fixait la nuit, observant l'obscurité comme si elle savait que quelque chose arrivait, comme si elle pouvait le sentir, de la même manière que les animaux sentent une tempête avant qu'elle n'éclate. Dom la regarda fixer l'obscurité, et il fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il franchisse ses portes, quelle que soit l'armée envoyée par Koslov, quelle que soit la violence qui s'abatte sur cette maison, elle devrait passer par lui d'abord. Absolument chacun d'entre eux. La cuisine sentait la vanille et le beurre. Dom s'arrêta sur le seuil, momentanément figé par la scène devant lui. Mademoiselle Rosa se tenait au comptoir en marbre, son tablier saupoudré de farine, étalant de la pâte avec des mains expertes. Et à côté d'elle, perchée sur un tabouret en bois que Rosa avait traîné du garde-manger, se trouvait Lily. La petite fille était couverte de farine. Elle en avait dans ses cheveux blonds, sur ses joues comme de la neige, sur ses petites mains jusqu'aux poignets. Un bol de mélange trônait devant elle, à moitié rempli de pâte qu'elle avait remuée avec une cuillère en bois trop grande pour sa prise. Elle se concentrait si fort que sa langue dépassait d'entre ses lèvres. Dom ne pouvait plus bouger. 20 ans s'effondrèrent en un instant. Soudain, il avait de nouveau 17 ans, debout sur le seuil de la cuisine de sa mère, regardant Isabella agenouillée sur une chaise au comptoir, ses petites mains plongées dans la pâte à biscuits, de la farine partout, leur mère riant alors qu'elle essayait de maintenir l'ordre dans le chaos. « Dami, regarde, je fais des biscuits pour toi. » Le souvenir le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Puis Lily leva les yeux. Ses yeux bleus le trouvèrent à travers la cuisine, et quelque chose sur son visage changea. Pas de la peur, pas cette vacuité prudente qu'elle portait comme une armure. Autre chose. Elle leva ses mains couvertes de farine vers lui. « Lis, fais gâteau, » dit-elle, sa voix toujours rude à cause du désusage, mais plus forte qu'avant. « Pour toi. » Dom s'avança, ses jambes bougeant sans sa permission, le transportant à travers la cuisine, jusqu'à ce qu'il se tienne à côté du tabouret. Il baissa les yeux vers la pâte désordonnée, vers l'enfant poudré de farine, vers la petite offrande qu'elle lui tendait. « Rosa, » dit-il doucement, « on peut goûter. » Les yeux de Rosa étaient déjà humides. « Ce n'est pas encore cuit, Dominique. C'est juste de la pâte. » « Je sais. » Il tira une chaise et s'assit, se mettant au niveau de Lily. Elle l'observa avec ce regard intense et scrutateur, puis récupéra un peu de pâte crue avec la cuillère en bois et la lui tendit. Dom prit la cuillère, mangea la pâte. C'était trop sucré, légèrement grumeleux et absolument parfait. « C'est bon, » dit-il sérieusement, hochant la tête comme un critique culinaire dans un restaurant 5 étoiles. « Très bon. » Lily le fixa, puis elle sourit. C'était petit, à peine là, juste la plus légère courbe de ses lèvres, le fantôme de ce que devrait être un sourire. Son visage semblait incertain de l'expression, comme des muscles se souvenant d'un mouvement qu'il n'avait toujours pas fait depuis très longtemps. Mais c'était un sourire. Le premier depuis qu'elle était arrivée dans cette maison. « Le premier ?» soupçonna Dom, « en 6 mois. » Quelque chose se fendit à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qu'il avait gardé verrouillé depuis ses 17 ans, debout devant une tombe ouverte, faisant des promesses à une sœur qui ne pouvait plus les entendre. Rosa se détourna,
pressant sa main sur sa bouche. Dom resta parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne rompe le charme. Ce soir-là, après le dîner, Dom porta Lily à l'étage. Elle s'était endormie à table, sa tête s'affaissant de plus en plus bas, jusqu'à reposer contre son bras. Il la souleva sans la réveiller, s'émerveillant à nouveau de son peu de poids, et la porta dans sa chambre. Le lit était trop grand pour elle. Elle ressemblait à une poupée perdue dans un océan de drap blanc. Dom remonta la couverture jusqu'à son menton et glissa l'ours en peluche sous son bras. Il s'apprêtait à partir quand il le sentit. De petits doigts enroulés autour de sa main. « Reste !» chuchota Lily, les yeux encore fermés. « S'il te plaît, reste !» Dom baissa les yeux vers elle, vers les cicatrices qu'il ne pouvait pas voir sous la couverture, vers les ecchymoses qui commençaient enfin à s'estomper, vers la confiance qu'elle lui offrait, fragile comme du verre filé. Il s'assit sur le bord du lit. « Je suis là, » dit-il doucement. « Je ne vais nulle part. » La prise de Lily se serra un instant, puis se relâcha lentement alors que le sommeil la gagnait. Mais elle ne lâcha pas prise. Même inconsciente, elle se cramponnait à lui comme à une ancre. Dom resta assis là dans l'obscurité, la regardant respirer. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit de sa main libre, faisant attention à ne pas la réveiller. Un message de Marco. Les renseignements étaient faux. Clove a avancé le calendrier. Ils arrivent ce soir. Dom regarda le téléphone, puis l'enfant endormi, puis la fenêtre, où l'obscurité pressait contre la vitre comme une chose vivante. La tempête était arrivée. 3h07 du matin. Les lumières s'éteignirent. Chaque lampe, chaque écran, chaque indicateur lumineux du domaine Caruso devint noir simultanément. Le système de sécurité hurla pendant 3 secondes, puis tomba silencieux alors que les générateurs de secours ne parvenaient pas à s'enclencher. Sabotage. Ils avaient coupé le courant et les secours. Dom était déjà en mouvement. Il s'était endormi dans le fauteuil à côté du lit de Lily. Sa petite main était toujours enroulée autour de ses doigts. Au moment où l'obscurité tomba, il était sur ses pieds, ses instincts prenant le dessus sur tout le reste. Des lumières de secours vacillèrent le long des plaintes, peignant le couloir d'un rouge sombre comme l'intérieur d'un cœur à l'agonie. Dom regarda le lit. Lily était réveillée. Elle se tenait au centre du matelas, l'ours en peluche serré contre sa poitrine, ses yeux bleus larges et lumineux dans la lumière cramoisie. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne tremblait même pas. Elle se tenait simplement là, parfaitement immobile, parfaitement silencieuse, attendant. C'était la posture d'une enfant qui avait appris que faire du bruit en cas de danger apportait une punition. La posture d'une survivante qui avait déjà été traquée et savait exactement ce qui arrivait. La poitrine de Dom se serra. « Lily, » dit-il, gardant sa voix calme, « viens avec moi, maintenant. » Elle descendit du lit immédiatement, se déplaçant à ses côtés sans hésitation. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité et s'y agrippa. Rosa apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans une robe de chambre, son visage pâle mais composé. Derrière elle, 2 gardes armés flanquaient l'entrée. « Chambre forte !» ordonna Dom. « Emmenez-la. Verrouillez la porte. N'ouvrez pour personne sauf moi. » Rosa tendit la main vers Lily, mais la fille se recula, se pressant contre la jambe de Dom. « Non. » Sa voix était petite mais farouche. « Reste avec toi. » Dom s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. Les lumières de secours rouges peignaient des ombres sur son visage. « Lily, écoute-moi attentivement. » Il soutint son regard, voulant qu'elle comprenne. « Des hommes méchants arrivent. Je dois les combattre. Je dois les garder loin de toi. Mais je ne peux pas faire ça si je m'inquiète de savoir où tu es. Mais, sa voix se fait là. Et si vous ne revenez pas ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Dom tendit la main et prit son visage entre ses paumes. Si petit, si fragile. Une vie qui avait déjà été brisée une fois et qui commençait seulement à se reconstruire. « Je reviendrai, »
dit-il. « Je te le promets, Lily, je reviendrai. » Elle le fixa pendant un long moment, puis elle baissa les yeux vers l'ours en peluche dans ses bras, l'ours que Rosa lui avait donné, l'ours qu'elle n'avait pas lâché depuis la première nuit. Lentement, elle le lui tendit. « Garde-le, chuchota-t-elle. Lily le veut en retour, alors vous devez revenir. » Dom prit l'ours. La fourrure usée était douce contre ses doigts. « Je le garderai en sécurité, » dit-il. « Et je te le rapporterai. » Lily acquiesça une fois, puis elle laissa Rosa lui prendre la main et la conduire vers le sous-sol, vers la pièce renforcée qui avait été construite dans les fondations de la maison, exactement pour cet usage. Dom la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du couloir. Puis il fourra l'ours en peluche à l'intérieur de sa veste, contre sa poitrine, et partit à la guerre. La première vague frappa la porte est. 40 hommes, peut-être plus. Ils sortirent de l'obscurité comme des fantômes, armés d'armes automatiques et dotés d'une précision militaire. Clove avait envoyé ses meilleurs éléments. Les 25 défenseurs de Dom les accueillirent avec tout ce qu'ils avaient. Les coups de feu éclatèrent à travers le domaine. Les éclairs de départ éclairèrent la nuit comme des éclairs. Le verre vola en éclats. Des hommes crièrent. L'air s'emplit de fumée et de l'odeur cuivrée du sang. Dom commandait depuis le centre de sécurité, observant via les caméras de secours alimentées par un 3e générateur que Tony avait caché dans les murs. 3 moniteurs montraient différents angles de l'assaut, 3 directions d'attaque juste comme il l'avait prédit. « Portée tient bon », la voix de Luca crépita dans la radio. Mais ils continuent de venir. « Périmètre nord forcé », signala une autre voix. « Nous nous replions sur les positions secondaires. Côté ouest dégagé pour l'instant. Ils tâtent le terrain, ne s'engagent pas. » Les yeux de Dom passaient constamment d'un écran à l'autre, traquant les mouvements, calculant les trajectoires, dirigeant ses hommes comme des pièces d'échecs sur un plateau peint de sang. Puis la voix de Luca retentit à nouveau, aiguë d'alarme. « Patron, on a un problème. » Dom saisit la radio. Rapport. Un groupe s'est détaché de l'assaut principal. 6 hommes, peut-être 8. Ils ne se dirigent pas vers la maison. La respiration de Luca était courte et rapide. Ils ont trouvé le tunnel d'urgence. Ils sont sous terre. Ils se dirigent droit vers la chambre forte. Le sang de Dom se glaça. Le tunnel, l'issue de secours, l'unique faiblesse de sa forteresse. Et Lily était au bout. Dom courut. Pas au rythme mesuré d'un stratège, pas avec le mouvement calculé d'un chef. Il courut avec la vitesse animale désespérée d'un homme qui savait que tout ce qu'il lui restait à perdre était sur le point de lui être enlevé. Le couloir du sous-sol s'étendait devant lui. Les lumières de secours peignaient les murs d'un rouge sanglant. Derrière lui, les bruits de la bataille continuaient de faire rage dans les étages supérieurs. Devant, le silence, un silence qui le terrifiait plus que n'importe quel coup de feu. Il atteignit la porte renforcée de la chambre forte et sentit son cœur s'arrêter. Elle était ouverte. La porte en acier, épaisse de 12 pouces, conçue pour résister aux explosifs, était entr'ouverte. La serrure électronique avait été court-circuitée. Le mécanisme de secours désactivé. À l'intérieur, des corps. 2 de ses gardes gisaient au sol, leur sang se mélangeant dans la lumière tamisée. Ils étaient morts en défendant l'entrée. Ils étaient morts en échouant. Et au centre de la pièce, éclairé par une seule ampoule de secours, se tenait Sergueï Vulov. Son épaule était bandée, là où Dom l'avait touché 5 jours auparavant. Son visage était déformé par un triomphe sauvage. 4 hommes armés le flanquaient, armes levées. Rosa était affaissée contre le mur, agrippant son épaule, le sang suintant entre ses doigts. Elle avait été touchée en essayant de protéger Lily. Même maintenant, même blessée, elle essayait de se positionner entre l'enfant et le monstre. « Bouge, vieille femme », dit Sergueï, sa voix étant froide. « Je n'ai besoin que de la fille. » Lily se tenait derrière Rosa,
pressé contre le mur de béton. Son visage était pâle, ses yeux énormes dans la lumière rouge. Elle tremblait, mais elle ne se cachait pas. Quelque chose traversa son esprit, des souvenirs, des flashs, le van, les menottes, les pièces où on l'enfermait, les hommes qui allaient et venaient, prenaient et blessaient. 3 mois d'obscurité, 6 mois d'enfer. Chaque fois qu'elle avait été saisie auparavant, elle s'était laissée faire. Avait laissé faire ceux qui la traînaient, s'était faite petite, silencieuse et docile, parce que se battre ne faisait qu'empirer les choses. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Rosa saignait à cause d'elle. Cette fois, il y avait des gens qui voulaient vraiment la garder en sécurité. Cette fois, il y avait quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Lily sortit de derrière Rosa. « Non, dit-elle. » Sa voix était petite, tremblante, mais elle était là. « Pas faire mal, grand-mère. » Les sourcils de Sergueï se levèrent. La petite souris parle. Il sourit, une expression froide et cruelle, comme c'est mignon. « Maintenant, viens avec moi, avant que je ne loge une autre balle dans la tête de la vieille. » Il tendit la main vers Lily. La porte explosa vers l'intérieur. Dom entra comme une force de la nature. Son arme se leva et fit feu en un seul mouvement fluide. 4 coups, 4 corps. Les hommes armés tombèrent avant même d'avoir pu se retourner. Des trous nets au centre de leur front. Sergueï pivota, entraînant Lily devant lui, son bras enroulé autour de sa gorge, son arme pressée sur sa tempe. « Arrête !» hurla Sergueï. Un pas de plus, Caruso, et la fille meurt. Dom se figea. Son arme était levée, braquée sur la tête de Sergueï. Un tir parfait. Il avait réussi des tirs plus difficiles dans son sommeil, mais Lily était sur le chemin. Lily était le bouclier, et si le doigt de Sergueï tressaillait, ne serait-ce qu'un peu. « Pose l'arme !» ordonna Sergueï, reculant vers la sortie secondaire. « Pose-la, ou je lui fais sauter la cervelle ici même. » Dom ne bougea pas. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Lily. Elle pleurait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mais ses yeux n'étaient pas vides, n'étaient pas vaincus. Quelque chose y brûlait, quelque chose de féroce. Elle regarda Dom, puis elle baissa les yeux vers la main de Sergueï, celle enroulée autour de son bras, la maintenant en place. Et alors, Lily Grace Hartley, 5 ans, survivante d'horreur qu'aucun enfant ne devrait connaître, fit la seule chose qu'elle put imaginer. Elle mordit la main de Sergueï avec toute la force que possédait sa petite mâchoire. Ses dents s'enfoncèrent dans la peau et le muscle. Elle goûta le sang. Sergueï poussa un cri, un son de pur choc et de fureur, et sa prise se relâcha pendant une fraction de seconde. Lily se laissa tomber au sol. Dom fit feu. La balle atteignit Sergueï au centre de la poitrine. Ses yeux s'agrandirent, sa bouche s'ouvrit, et puis il tomba, son corps s'effondrant sur le sol, mais son doigt pressait déjà la détente. Le coup partit. Dom vit l'éclair de départ, vit la trajectoire, vit exactement où la balle se dirigeait, droit vers Lily. Il ne pouvait pas bouger assez vite, ne pouvait pas l'atteindre, ne pouvait pas l'arrêter. La balle la trouva. La balle déchira l'épaule gauche de Lily. Elle tomba. Pas de manière dramatique, pas avec un cri ou un pleur, ou l'un de ces sons qu'un enfant devrait émettre quand la violence déchire son corps. Elle s'effondra simplement, se pliant sur le sol de béton comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Et puis elle baissa les yeux sur la blessure. Le sang se répandait sur sa chemise de nuit blanche, une corolle cramoisie, grandissant à chaque battement de cœur. Elle la fixa avec une expression qui brisa quelque chose de profond en Dominique Caruso. L'acceptation, pas le choc, pas l'horreur, juste une acceptation calme et lasse. Le visage d'une enfant qui avait été blessée tant de fois et de tant de manières que la douleur ne la surprenait plus. Le visage de quelqu'un qui s'attendait à la souffrance aussi naturellement qu'à la respiration. Le temps s'arrêta.
Dom resta figé dans l'embrasure de la porte, et il n'était plus dans le sous-sol de son domaine. Il avait 17 ans, debout dans un entrepôt à Newark, regardant un petit corps gisant dans une mare de sang qui avait cessé de couler depuis longtemps. Isabella, boucles brunes, emmêlées et sales, yeux ouverts, mais ne voyant rien. Sa robe violette, sa robe préférée, déchirée et tachée. Il était arrivé trop tard, des minutes trop tard, une éternité trop tard. Pendant 20 ans, cette image avait vécu derrière ses yeux. Pendant 20 ans, il avait porté le poids de son échec comme une pierre dans sa poitrine. Non. Le mot explosa dans son esprit, brisant la paralysie. Pas encore. Pas cette fois. Dom traversa la pièce en 3 enjambées et tomba à genoux à côté de Lily. Il la rassembla dans ses bras, la tirant contre sa poitrine, pressant sa main sur la blessure. Son sang imbibait ses doigts, chauds et humides, se répandant sur sa chemise blanche comme une condamnation à mort. « Lily, » dit-il, sa voix se brisant sur son nom. « Lily, regarde-moi, reste avec moi. » Ses yeux papillonnèrent, ses yeux bleus qui avaient trop vu, trop survécu, trop enduré. Ils trouvèrent son visage et firent le point avec effort. « Lily, » chuchota-t-elle, sa voix étant fine comme du papier. « Lily, protégez-toi. » Dom sentit des larmes brûler ses yeux. À quand remontait la dernière fois qu'il avait pleuré? Il ne s'en souvenait pas. Pourquoi? Le mot s'arracha de lui. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais dû rester baissé. Tu aurais dû... Parce que... Elle luttait pour respirer. Chaque mot lui coûtait. Toi, première bonne personne. Sa petite main se leva, tremblante, et toucha sa joue. Première bonne personne pour Lily. Ses yeux se fermèrent. Non. Dom la secoua doucement. Non. 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 Lily. Lily. Elle ne répondit pas, mais elle respirait. Il pouvait sentir sa poitrine s'élever et s'abaisser contre son bras. Faiblement, doucement. Mais elle était là. Il arracha la radio de sa ceinture. « Elena !» Sa voix était un rugissement. « J'ai besoin de toi dans la chambre forte, maintenant. L'enfant a été touché. Maintenant. » Statique. Puis la voix d'Elena, stable malgré le chaos. « En route. 2 minutes. » Des bruits de pas tonnèrent dans le couloir. Lucas apparut sur le seuil, arme au poing, visage marqué par la fumée et le sang. « Patron, » dit-il, essoufflé. « Les hommes de Clove battent en retraite. On les a en fuite. On a gagné. » Il s'arrêta quand il vit Lily dans les bras de Dom. « Oh, mon Dieu ! Trouve Clove. » La voix de Dom était une chose que Lucas n'avait jamais entendue auparavant. Pas de la colère, pas de la rage. Quelque chose au-delà des deux. Quelque chose qui ressemblait à la fin du monde. Trouve-le. Traque-le. Chasse-le jusqu'au bout de la terre s'il le faut. Je le veux vivant. Lucas acquiesça une fois, le visage pâle. Vivant. Reçu. Je veux le tuer moi-même. Lucas disparut. Le docteur Elena fit irruption dans la pièce 30 secondes plus tard, sac médical à la main. Elle se laissa tomber à côté de Dom et commença à travailler immédiatement, découpant la chemise de nuit de Lily, examinant la blessure. De part en part, dit Elena, ses mains bougeant avec une efficacité experte. Artère ratée, os raté. Elle a perdu du sang, mais elle vivra. Dom, elle va vivre. Dom ne relâcha pas sa prise sur l'enfant. Dom. La voix d'Elena devint tranchante. J'ai besoin de travailler. Tu dois la lâcher. Il força ses bras à s'ouvrir, se força à poser Lily doucement sur le sol, se força à reculer. Elena s'affaira sur le petit corps, appliquant une pression, posant une perfusion, faisant tout ce que la médecine pouvait faire. Et puis, elle leva les yeux vers Dom, son visage changeant. « Dom, tu saignes. » Il baissa les yeux. Sa chemise était imbibée de sang. Tout n'était pas celui de Lily. Une tache sombre se répandait depuis sa hanche droite. Et maintenant qu'Elena le mentionnait,
Il pouvait la sentir. Une douleur brûlante, déchirante qu'il avait d'une manière ou d'une autre complètement ignorée. Il avait été touché pendant le combat. Il ne savait même pas quand. « Ce n'est rien, dit-il. Ce n'est pas rien. Sauvez-la. » Les yeux de Dom étaient se fixer sur le visage pâle de Lily. « Sauvez-la d'abord. Tout le reste peut attendre. » Helena le regarda pendant un long moment. Puis, elle se tourna vers sa patiente. Dans la veste de Dom pressée contre son cœur, l'ours en peluche était trempé de sang. 36 heures. C'est le temps pendant lequel Lily dormit. 36 heures de bip de machine, de perfusion qui coule, et d'un homme refusant de quitter son chevet. La suite médicale au 3e étage du domaine Caruso avait été transformée en petit hôpital. Le docteur Helena avait fait appel à un chirurgien pédiatrique, un spécialiste du sang, un anesthésiste. Ils avaient opéré pendant 2 heures, nettoyé la blessure, réparé les dommages, puis s'étaient retirés pour laisser le corps de la petite fille faire ce que font les corps d'enfants: guérir, se battre, survivre. Quand les yeux de Lily s'ouvrirent enfin, la première chose qu'elle vit fut du blanc. Plafond blanc, mur blanc, drap blanc. La terreur saisit sa poitrine. Elle connaissait les pièces blanches. Les pièces blanches étaient l'endroit où on la gardait entre les transferts. Les pièces blanches étaient l'endroit où des hommes en blouse l'examinaient comme une marchandise. Les pièces blanches signifiaient qu'elle avait été reprise, vendue à nouveau, envoyée dans un endroit nouveau et terrible. Elle essaya de bouger, essaya de s'enfuir, mais la douleur explosa dans son épaule et elle ne put pas. Puis elle le sentit. De la chaleur, une pression, quelqu'un lui tenant la main. Elle tourna la tête lentement, prudemment, et le vit. Dom était assis sur une chaise à côté de son lit, affaissé en avant, sa tête reposant sur le matelas près de sa hanche. Sa main était enroulée autour de la sienne, doucement mais fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il lâchait prise. Son visage était tourné vers elle, les yeux fermés, des cernes sombres creusées sous ses paupières, comme des ecchymoses. Il dormait. Lily ne bougea pas, ne fit aucun bruit. Elle resta simplement là, à le regarder respirer, sentant la pression constante de ses doigts autour des siens. La pièce prit forme autour d'elle, des fleurs sur la table de chevet, vives et colorées, des ballons attachés au cadre du lit, se balançant doucement dans l'air, venant de la grille de chauffage. Et là, contre son oreiller, son ours en peluche, il avait l'air différent, plus propre d'une certaine manière, comme si quelqu'un l'avait lavé. Dans le coin, Rosa était assise dans un fauteuil, son bras gauche enveloppé de bandages, ses yeux mouillés de larmes. « Tu es réveillée » murmura Rosa. Le son fit tressaillir Dom, ses yeux s'ouvrirent lentement, flous d'abord, puis s'éclaircissant lorsqu'ils trouvèrent le visage de Lily. Il se redressa brusquement, sa main se serrant autour de la sienne. « Tu es... » Sa voix se brisa. Il déglutit avec peine. « Tu es réveillée. » C'était la première fois que Lily l'entendait paraître incertain, la première fois que sa voix flanchait. Elle regarda son visage, les lignes d'épuisement gravées dans ses traits, les traces séchées sur ses joues qui ne pouvaient avoir été laissées que par une seule chose. « Vous pleurez ?» demanda-t-elle doucement. La mâchoire de Dom se serra. « Non, je ne pleure pas. » Rosa émit un petit son depuis sa chaise. « Il est resté assis là pendant 36 heures d'affilée, » dit-elle doucement. « Il ne voulait pas manger, ne voulait pas dormir. Il a juste tenu ta main et attendu. » Lily regarda Dom, à l'homme qui avait tué pour elle, qui avait saigné pour elle, qui s'était assis à son chevet pendant 1 jour et demi, lui tenant la main, refusant de partir. Personne n'avait jamais fait ça pour elle, pas même avant, pas même quand elle avait des parents. Quelque chose se brisa dans sa poitrine, et des mots sortirent qu'elle n'avait pas prévus, auxquels elle n'avait pas pensé, dont elle ne savait même pas qu'elle allait les dire, jusqu'à ce qu'ils flottent déjà dans l'air, entre eux. Est-ce que Lily peut vous appeler ? Elle s'arrêta,
dégluti. Son cœur battait la chamade. Papa. La pièce devint complètement silencieuse. Dom se leva si brusquement que la chaise racla le sol. Il se détourna, marchant vers la fenêtre, tournant le dos à la pièce. Ses épaules étaient rigides, ses mains crispées à ses côtés. Le silence s'étira comme un souffle retenu. Lily sentit les larmes monter à ses yeux. Elle avait fait quelque chose de mal, demandé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle faisait toujours ça, faisait toujours des erreurs. Toujours. Désolée, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Lily, désolée. Lily, pas... Ne... La voix de Dom était rauque, écorchée. Il ne s'était toujours pas retourné. Ne t'excuse pas. Nouveau silence. Lily pouvait voir son reflet dans la vitre de la fenêtre, pouvait le voir lever une main et la passer sur son visage. Puis, il se tourna. Ses yeux étaient rouges, humides. Les yeux d'un homme qui n'avait pas pleuré en 20 ans, atteignant enfin son point de rupture. Il revint vers son lit et s'agenouilla, se mettant à sa hauteur, son visage proche du sien. « Si tu veux, dit-il, sa voix étant à peine un murmure, tu peux m'appeler comme tu veux. Les enfants guérissent plus vite que les adultes. C'est l'un des miracles de la jeunesse. Les os se ressoudent, les plaies se ferment, les corps se reconstruisent avec une résilience qui défie la logique. En 1 semaine, Lily était assise dans son lit. En 2 semaines, elle marchait dans le domaine, son bras gauche en écharpe, ses pas prudents mais stables, et elle parlait. Plus seulement des mots isolés, plus seulement des fragments, des phrases entières coulant comme de l'eau enfin libérée d'un barrage. Le docteur Helena appela cela la divulgation thérapeutique. Quand une survivante de traumatisme se sent enfin assez en sécurité, quand elle croit qu'elle ne sera pas punie, ni traitée de menteuse, ni renvoyée dans le cauchemar, les histoires commencent à sortir, pièce par pièce. Souvenir par souvenir, Lily leur raconta tout. Elle raconta à Rosa la nuit où les hommes méchants étaient venus dans sa maison, comment elle s'était cachée sous son lit pendant que sa mère criait, les mains qui l'avaient traînée dehors, le van qui sentait l'huile et la peur, la première pièce où on l'avait gardée au froid, dans le noir et seule. Elle raconta à Helena les transferts, 3 en 6 mois, différentes maisons, différents hommes, différentes règles à apprendre et à enfreindre, et à être puni pour avoir enfreint. L'apprentissage du silence, parce que le bruit apportait la douleur. L'apprentissage de l'immobilité, parce que le mouvement attirait l'attention. Elle raconta à Dom les pires parties, les choses qu'elle lui murmurait tard dans la nuit, blotti dans son lit, sa petite main serrant ses doigts pendant qu'il était assis dans son fauteuil et écoutait sans interrompre. Des choses qui lui donnaient envie de brûler le monde entier. Des choses qui faisaient que la traque de Victor Clove ressemblait moins à de la justice qu'à une obligation sacrée. La blessure de Dom n'avait pas complètement guéri, mais il s'en moquait. Il travaillait depuis le domaine, coordonnant via des canaux sécurisés, dirigeant une opération qui s'étendait sur 3 États et 2 pays. Chaque contact qu'il avait, chaque allié, chaque ennemi qui lui devait une faveur, tous étaient mobilisés. Des yeux surveillant les frontières, des oreilles écoutant les rumeurs, des mains prêtes à saisir quand le moment viendrait. Clove était en fuite après l'assaut raté sur le domaine Caruso. Il était entré dans la clandestinité, se déplaçant vers le nord en direction de la frontière canadienne, essayant de joindre des relations qui pourraient le faire passer clandestinement à l'étranger. Tony le traquait via des images satellites et des communications piratées. Marco coordonnait les équipes, positionnant les hommes comme des pièces d'échecs à travers la Nouvelle-Angleterre. Puis, Tony trouva autre chose. « Patron ». Sa voix était étrange quand il appela Dom dans le centre technique. « Vous devez voir ça ». L'écran montrait une base de données, des noms, des photographies, des dates, des enfants. 47 d'entre eux, 47 visages, scrutant depuis l'écran,
âgés de 4 à 12 ans. Garçons et filles, blonds et bruns, yeux bleus, yeux marrons, yeux verts, tous enlevés, tous vendus, tous disparus. 5 ans de registre, 5 ans d'enfants volés. Et Lily était le numéro 48, la seule qui s'était échappée. Dom fixa les visages. 47 familles détruites, 47 couples de parents assassinés ou laissés à se demander pour toujours ce qui était arrivé à leurs enfants. 47 vies effacées pour que des monstres puissent en profiter. « Donne-moi une ligne sécurisée, » dit Dom calmement. Marco haussa un sourcil. « Pour qui ?»« Le FBI. » La pièce devint silencieuse. Dom avait bâti son empire sur un principe fondamental. Ne jamais impliquer la loi. Ne jamais coopérer. Ne jamais faire confiance à quiconque porte un badge. Le FBI avait passé des décennies à essayer de monter un dossier contre la famille Caruso. Et Dom avait passé des décennies à s'assurer qu'ils échouent. Mais c'était différent. Il s'agissait de 47 enfants. L'appel aboutit 20 minutes plus tard. La femme à l'autre bout avait une voix comme de l'acier froid. « Ici l'agent Sarah Mitchell, Federal Bureau of Investigation, unité des crimes contre les enfants. À qui ai-je l'honneur ? Dominique Caruso. » Silence. « Monsieur Caruso. » Le ton de Mitchell changea, devenant méfiant. « C'est inattendu. »« J'ai des informations sur un réseau de trafic d'êtres humains, » dit Dom. « Des noms, des itinéraires, des acheteurs, des preuves reliant Victor Clove à 47 enlèvements d'enfants sur 5 ans. » Nouveau silence. C'est une affirmation de taille. J'ai les preuves, et je suis prêt à tout fournir. En échange de quoi exactement ? Dom regarda par la fenêtre vers l'étage supérieur du domaine, où Lily dormait dans sa chambre sous la surveillance de Rosa. « 2 choses, dit-il. Premièrement, je veux votre aide pour la garde légale d'une enfant. Lily Grace Hartley. Ses parents sont morts, et elle n'a plus de parents vivants. Et deuxièmement, la voix de Dom se durcit. Je veux 5 minutes seul avec Victor Clove avant que vos gens ne le placent en détention. » Le cabinet d'avocats Harrison et Associés occupait le dernier étage d'une tour de verre au centre-ville de Boston. Terrain neutre, sécurisé, le genre d'endroit où des ennemis pouvaient s'asseoir autour d'une table et négocier sans que personne ne sorte une arme. Dom arriva avec Marco à ses côtés. L'agent Sarah Mitchell attendait déjà, flanqué de 2 autres agents fédéraux et d'une pile de dossiers assez épaisse pour arrêter une balle. Elle était plus jeune que Dom ne l'avait imaginé. Mi-quarantaine, regard acéré, pas d'alliance, le genre de femme qui avait tout sacrifié de personnel pour une carrière passée à chasser ce que l'humanité a de pire à offrir. Elle le regardait comme elle regardait probablement chaque criminel qu'elle avait jamais affronté, avec une évaluation froide et professionnelle. « Monsieur Caruso. » Elle ne tendit pas la main. « Commençons. » Dom posa une clé USB sur la table. « Tout y est, » dit-il. Les noms des 47 enfants trafiqués via le réseau de Koslov sur 5 ans. Les itinéraires de transit à travers 6 États. Les dossiers financiers, liant les paiements à des acheteurs sur 3 continents. Les listes de clients incluant 17 individus occupant actuellement des fonctions publiques dans divers pays. L'expression de Mitchell ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. La faim. Le regard d'un prédateur sentant le sang. En échange, 2 choses. L'immunité totale pour moi-même et mes associés concernant toute activité liée à cette affaire et votre soutien dans ma demande d'adoption de Lily Grace Hartley. Mitchell se renversa dans sa chaise. L'immunité, je peux m'en arranger. Les preuves que vous proposez justifieraient cet accord. Elle marqua une pause. Mais l'adoption, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous êtes Dominique Caruso. Mitchell ouvrit l'un de ses dossiers, étalant des pages sur la table. Chef de la famille criminelle Caruso, soupçonné d'avoir ordonné au moins 12 meurtres liés aux rackets, au blanchiment d'argent et au trafic d'armes illégales. Aucun tribunal dans ce pays ne remettra un enfant à un homme avec votre casier.
La mâchoire de Dom se serra. Soupçonné, pas condamné. C'est de la sémantique, et vous le savez. Ce que je sais, dit lentement Dom, c'est qu'une petite fille de 5 ans a été vendue comme du bétail. Ses parents ont été assassinés. Elle a été torturée, affamée et passée de monstre en monstre pendant 6 mois. Et quand elle s'est enfin échappée, elle a couru vers moi. Elle m'a choisi. L'expression de Mitchell resta neutre. Les appels émotionnels ne changent pas les réalités juridiques. Alors je changerai les réalités juridiques. Comment? Dom soutint directement son regard. Je me retirerai de tout. Je transférerai le contrôle de toutes les opérations à mon conciliaire. Je coopérerai aux enquêtes en cours, dans certaines limites. Je deviendrai sur le papier et dans les faits un homme d'affaires à la retraite, sans aucune affiliation criminelle. Marco bougea à ses côtés mais ne dit rien. Mitchell étudia Dom pendant un long moment. Vous abandonneriez votre empire pour un seul enfant. Elle m'a appelé papa. Les mots flottèrent dans l'air. Brut, sans garde. Savez-vous qui a été la dernière personne à m'appeler ainsi, agent Mitchell? La voix de Dom baissa d'un ton. Ah, mais Lily. La voix de Dom se fêla légèrement. Lily me regarde comme si j'étais déjà son père. Et je démolirai tout ce que j'ai bâti, tout ce que je suis devenu, si cela signifie que je peux la garder. Mitchell le regarda, non pas le chef de la mafia, non pas le criminel, mais l'homme en dessous, celui qui portait la culpabilité comme une pierre depuis 2 décennies. « Oh, je ne peux te rien promettre, dit-elle enfin, mais je rédigerai un rapport soutenant votre demande, et je témoignerai en votre faveur si nécessaire. » Dom acquiesça une fois. À des kilomètres de là, dans la cuisine ensoleillée du domaine Caruso, Lily était assise à table avec des crayons et du papier. Elle dessinait avec soin, sa langue dépassant de concentration. Rosa observait depuis l'autre côté de la pièce, faisant semblant de plier du linge tout en jetant des coups d'œil au dessin qui prenait forme. Quand Lily eut fini, elle brandit fièrement son dessin. 4 silhouettes se tenaient en ligne. Un homme grand aux cheveux sombres, une vieille femme aux yeux bienveillants, un homme rieur aux larges épaules, et au centre, plus petite que les autres, une petite fille aux cheveux jaunes et à la robe violette. Au-dessus d'eux, en lettres tremblantes, Lily avait écrit un seul mot. Famille. Rosa posa le linge, s'approcha, regarda le dessin et fondit en larmes. Grand-mère. La voix de Lily était inquiète. Pourquoi tu pleures? Rosa s'agenouilla et serra doucement la fillette dans ses bras, faisant attention à son épaule en cours de guérison. Parce que je suis heureuse, petite. Parce que je suis si heureuse. Le téléphone de Dom vibra dans la salle de conférence. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Lucas l'a trouvé. Chalet près de la frontière du Vermont, à 15 miles du passage. Il est blessé, à court d'homme. Nous avons un œil sur lui maintenant. La main de Dom se serra sur le téléphone. « Voulez-vous qu'on intervienne ?» demanda Lucas. « Non. » Dom se leva de table. « Attendez-moi. J'arrive moi-même. » Le chalet se trouvait au bout d'un chemin de terre qui serpentait à travers la forêt du Vermont, comme une cicatrice oubliée. De la neige poudrait le sol. Le premier souffle de l'hiver s'insinuait depuis le Canada. Le plus proche voisin était à 12 miles, la frontière à 15. Dom arriva seul. Ses hommes avaient sécurisé le périmètre, invisible dans les arbres. Mais il parcourut les 100 derniers mètres seul. C'était l'accord. 30 minutes avant l'arrivée de l'équipe tactique du FBI. 30 minutes d'intimité. 30 minutes avec Victor Clove. La porte du chalet pendait de travers sur ses charnières. À l'intérieur, l'odeur du sang et du désespoir flottait dans l'air froid. Un feu s'était éteint dans l'âtre en pierre. Éparpillés sur une table en bois, des liasses de billets, de faux passeports, un téléphone satellite à l'écran fissuré. Et dans le coin, affaissé contre le mur, se trouvait Victor Clove. Il ne ressemblait en rien au prédateur raffiné qui avait appelé Dom 2 semaines auparavant.
Son bras gauche était enveloppé de bandages sanglants. Son visage était pâle, mal rasé, creusé par des jours de fuite. Son costume coûteux était déchiré et taché, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, froids, calculateurs, les yeux d'un homme qui voyait les êtres humains comme un inventaire. Quand il vit Dom franchir le seuil, il rit. Caruso. Le mot sortit comme un sifflement. « Vous avez fait tout ce chemin pour moi ? Je suis flatté. » Dom ne dit rien. Il ferma la porte derrière lui et resta là, arme au poing, observant. « Laissez-moi deviner, » continua Clove, bougeant douloureusement contre le mur. « C'est à propos de la fille, la petite Lily. » Il secoua la tête. 2 millions de dollars, une guerre entière, des dizaines d'hommes morts des deux côtés. Tout ça pour un enfant. Dom ne dit toujours rien. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda Kozlov. « Est-ce qu'elle valait tout ça ? Vous avez tué ses parents. J'ai tué beaucoup de parents. » Clove haussa son épaule valide. « L'offre et la demande, Caruso. Les enfants ne poussent pas sur les arbres. Vous voulez un produit premium ? Vous éliminez les complications. C'est juste les affaires. 47 enfants. » La voix de Dom était calme. 47 familles détruites. 48 en fait. Votre petite Lily était la numéro 48. Quoique, je suppose qu'elle ne compte plus maintenant, n'est-ce pas ? Puisque vous me l'avez volée. Le sourire de Clove se tordit. Elle était mienne au moment où le sang de son père a touché le sol. Okum. Elle a été mienne à travers chaque transfert, chaque centre de détention, chaque inspection. Je l'ai possédée pendant 6 mois, Caruso. Savez-vous ce que sont 6 mois dans mes affaires ? Une éternité. Cet enfant m'appartient, plus qu'elle ne vous appartiendra jamais. Dom leva son arme. Le canon pointait directement sur le front de Clove. Un seul coup, c'est tout ce qu'il faudrait. Une balle et le monstre qui avait détruit 48 familles cesserait d'exister. Clove ne broncha pas. « Allez-y, » dit-il doucement. « Appuyez sur la détente. Nous savons tous les deux que vous en avez envie. Nous savons tous les deux que vous avez tué pour moins que ça. » Le doigt de Dom reposait sur la détente. « Vous êtes juste comme moi, Caruso. Ne prétendez pas le contraire. Nous sommes tous deux des prédateurs, tous deux des monstres. La seule différence, c'est que je suis honnête sur ce que je suis. Nous ne nous ressemblons en rien. Non ? Combien d'hommes avez-vous tués ? Combien de vies avez-vous détruites ? Vous vous drapez dans des codes d'honneur, mais, en dessous, vous êtes le même que moi. Un loup dans des vêtements coûteux. » La prise de Dom se raffermit. Il vit Isabella, 8 ans, boucles brunes, sourire édenté, gisant dans une tombe peu profonde, parce qu'il n'avait pas été assez rapide, assez fort, parce qu'il n'avait pas été là. Il vit Lily, 5 ans, yeux bleus, l'appelant papa, le regardant comme s'il était l'endroit le plus sûr au monde. « Elle m'a demandé un jour, » dit calmement Dom, « si j'étais une bonne personne. » Clove haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Dom abaissa son arme. Les yeux de Clove s'agrandirent légèrement. Surprise puis soulagement. « Je le savais, » souffla-t-il. « Je savais que vous n'aviez pas le cran. »« Je sais une chose, » coupa Dom. « Je sais qui je veux devenir. Je veux devenir la personne que cette petite fille pense que je suis. Des sirènes au loin, de plus en plus proches. Et cette personne, » continua Dom, « ne rentre pas à la maison avec du sang sur les mains. Plus maintenant. » Il recula alors que la porte volait en éclats. Des agents du FBI envahirent le chalet, armes au poing, hurlant des ordres. Clove fut traîné sur ses pieds, les menottes s'enclenchant autour de ses poignets, son visage déformé par la fureur. « Ce n'est pas fini, Caruso !» hurla-t-il. « Comme... Vous croyez avoir gagné ? Vous croyez que vous pouvez simplement... » Les agents l'emmenèrent, sa voix s'effaçant dans l'air hivernal. L'agent Mitchell apparut aux côtés de Dom. « Vous auriez pu le tuer, » dit-elle doucement. « Personne ne vous en aurait blâmé. » Dom la regarda. « Il y a une petite fille qui m'attend à la maison, » dit-il. « Elle m'a fait promettre de revenir.
et je ne veux pas revenir en étant l'homme que j'étais. Mitchell l'étudia un long moment, puis quelque chose changea dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Rentrez chez vous, monsieur Caruso. » Elle glissa la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Et emportez ceci avec vous. J'ai de bonnes nouvelles concernant votre demande d'adoption. » L'aube se leva sur Boston dans des tons roses et or. Le SUV noir franchit les portes du domaine Caruso, juste au moment où les premiers rayons du soleil touchèrent le toit. Dom était assis à l'arrière, l'épuisement marqué dans chaque trait de son visage, le poids des dernières 24 heures pesant sur ses épaules. Mais rien de tout cela n'importait quand il vit la porte d'entrée. Lily se tenait sur les marches en pyjama, la main de Rosa posée sur son épaule valide. Elle sautillait sur place, son visage pressé contre les panneaux de verre à côté de la porte, observant l'allée avec une intensité désespérée. Au moment où la voiture s'arrêta, elle s'élança en courant. Dom eut à peine le temps d'ouvrir la porte qu'elle se jetait sur lui, ses petits bras s'enroulant autour de ses jambes avec toute la force que son corps en guérison pouvait rassembler. « Papa revenu !» cria-t-elle, sa voix se brisant de joie et de soulagement. « Papa revenu. Papa revenu. » Dom tomba à genoux sur le gravier froid, la tirant dans ses bras, la serrant contre sa poitrine, comme si elle risquait de disparaître s'il lâchait prise. « Je suis revenu », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis là. » Lily s'écarta juste assez pour regarder son visage, ses yeux bleus cherchant, s'assurant qu'il était réel. « Papa, promis. Revenir, dit-elle sérieusement. « Papa, garde promesse. »« Toujours, dit Dom. Toujours, chérie. » Les yeux de Lily s'agrandirent soudainement. Elle tendit la main vers sa veste, ses petits doigts tapotant la poche sur son cœur. « Ours ?» demanda-t-elle anxieusement. « Où est Ours ?» Dom plongea la main à l'intérieur et sortit l'ours en peluche. Il était propre maintenant. Rosa l'avait lavé pendant son absence, mais le rembourrage était légèrement grumeleux après tout ce qu'il avait traversé. Lily le saisit et le serra fort, puis regarda Dom avec un sourire qui aurait pu faire fondre l'acier. « Papa, gardez Ours sûr. Comme promesse. »« J'ai promis, » dit simplement Dom. Rosa les aida tous deux à entrer, où la chaleur de la maison les enveloppa comme une étreinte. Lucas attendait dans le hall, l'air soulagé. Marco était dans le bureau, travaillant déjà sur des rapports. Au cours des jours suivants, les nouvelles tombèrent. Victor Clove fut officiellement inculpé de 53 chefs d'accusation fédéraux, incluant le trafic d'êtres humains, le complot en vue de commettre un meurtre et le racket. Les preuves fournies par Dom, combinées aux témoignages des victimes survivantes, garantissaient qu'il ne reverrait plus jamais la liberté. Les 47 dossiers furent rouverts. Travaillant à partir des données extraites par Tony, les équipes du FBI menèrent des raids dans des centres de détention dans 3 États, secourant 12 enfants qui étaient encore en transit. 12 familles qui avaient perdu espoir avaient soudain des raisons de croire à nouveau. Lily serait appelée comme témoin plus tard, mais l'agent Mitchell avait organisé des protections spéciales. Pas d'apparition au tribunal, témoignage enregistré uniquement, son identité protégée par le sceau du secret, et la demande d'adoption avança. Les avocats de Dom déposèrent les documents en 1 semaine. L'audience fut fixée 3 mois plus tard, pour donner au tribunal le temps d'examiner ces circonstances inhabituelles. Inhabituel était un euphémisme. Un chef de la mafia cherchant à adopter une orpheline victime de trafic était sans précédent. La juge assignée à l'affaire, Victoria Chen, avait demandé une documentation exhaustive, des témoins de moralité, des évaluations psychologiques, des études de foyer. Les rapports arrivèrent un par un. Le docteur Elena témoigna de la récupération remarquable de Lily et du lien clair qu'elle avait formé avec Dom. Madame Rosa décrivit 30 ans passés à regarder Dominique Caruso passer d'un garçon endeuillé à un homme qui n'avait jamais cessé de chercher la rédemption.
L'agent Mitchell soumit une déclaration écrite reconnaissant la coopération de Dom dans le démantèlement du réseau de Koslov et recommandant une considération favorable. Mais il y avait une condition sur laquelle tout le monde s'accordait. Dom devait se retirer de tout. Il s'assit dans son bureau tard une nuit, regardant les documents étalés sur son bureau. 20 ans à bâtir un empire. 20 ans à devenir la chose que les monstres craignaient. Tout cela était représenté dans des contrats, des actes, des comptes et des accords d'alliance. Marco prendrait la relève. La transition serait graduelle, invisible pour les étrangers. La famille Caruso continuerait, mais sans Dominique à sa tête. Dom leva les yeux des papiers. De l'autre côté de la pièce, Lily s'était endormie sur le canapé en cuir, en boule avec son ours en peluche, glissé sous son menton. La lumière de la lampe accrochait l'or de ses cheveux. Sa respiration était lente et paisible, en sécurité. Il regarda à nouveau l'empire étalé devant lui, puis l'enfant endormi. 20 ans de sang, de pouvoir et de peur, face à une petite fille qui l'appelait papa. Le choix n'était pas difficile du tout. Le bâtiment du tribunal de la famille de Boston se dressait gris et imposant, sous un ciel clair de mars. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit dans le Vermont. 3 mois de paperasse, d'évaluation, d'entretien et d'attente. Aujourd'hui, l'attente prendrait fin. Lily gravit les marches du tribunal en tenant la main de Dom. Ses petits doigts étaient serrés fermement autour des siens. Elle portait une robe rose avec une bordure en dentelle blanche que Rosa avait passé 2 semaines à choisir. Ses cheveux étaient tressés en 2 nattes nettes, nouées avec des rubans assortis. Elle ressemblait, pour la première fois depuis que Dom l'avait trouvée dans cette allée, à une petite fille ordinaire. Dom portait du bleu marine, pas son noir habituel, pas la couleur des ombres, du pouvoir et de l'intimidation. Bleu marine parce que Lily l'avait désigné dans son placard la veille en disant « Celui-là, papa, cette couleur est plus jolie. » Alors, bleu marine ce fut. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi Dom s'attendait. Des murs lambrissés de bois, des lumières fluorescentes, un drapeau américain debout dans le coin. La juge Victoria Chen était assise derrière un banc surélevé, ses lunettes de lecture sur le nez, une pile de dossiers étalés devant elle. Rosa était assise au premier rang de la galerie. Lucas et Marco étaient assis derrière elle. Le docteur Elena attendait dans la zone des témoins, et l'agent Sarah Mitchell était assise au fond, observant avec des yeux illisibles. L'audience commença par les témoignages. Le docteur Elena parla la première, sa voix calme et professionnelle, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers la petite fille en robe rose. En mes 20 ans de médecine pédiatrique, je n'ai jamais vu un enfant se remettre d'un traumatisme sévère aussi rapidement que Lily, dit-elle. Les blessures physiques ont guéri en quelques semaines. Les blessures psychologiques, le mutisme sélectif, l'hypervigilance, la dissociation, se sont améliorées de façon spectaculaire. Elle marqua une pause. Ce genre de rétablissement n'arrive pas de manière isolée. Cela arrive parce que l'enfant se sent en sécurité, parce qu'elle a quelqu'un qui la rassure. Lily a cela avec Monsieur Caruso. Madame Rosa prit ensuite la parole, ses mains usées jointes sur ses genoux. « Je connais Dominique depuis le jour de sa naissance, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je l'ai regardé passer de garçon à homme. Je l'ai regardé souffrir. Je l'ai regardé se fermer après avoir perdu sa sœur. » Elle regarda Lily, puis Dom. Mais j'ai toujours su que son cœur était bon. Il l'a enterré profondément, mais il était toujours là. Cet enfant l'a trouvé. Elle a trouvé la partie de lui qu'il pensait morte. Le témoignage de l'agent Mitchell fut bref, mais puissant. Monsieur Caruso a abandonné le contrôle de toute son organisation pour coopérer avec les autorités fédérales, déclara-t-elle. Les renseignements qu'il a fournis ont mené au sauvetage de 12 victimes de trafic supplémentaires et au démantèlement d'un réseau qui opérait depuis plus de 5 ans. Ces actions ont sauvé des vies. Quoi qu'il ait été auparavant, je crois qu'il essaie de devenir quelque chose de différent maintenant. Enfin, la juge Chen tourna son attention vers Lily. « Lily, dit-elle doucement,
Comprends-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui » Lily acquiesça. La dame et la robe veulent savoir si papa peut garder Lily. Un léger rire parcourut la salle d'audience. Même les lèvres de la juge Chen frémirent. « C'est exact, » dit Chen. « Et je dois te poser quelques questions. Est-ce que c'est d'accord ?»« D'accord. Sais-tu que monsieur Caruso veut t'adopter? Devenir ton père légalement? » ?»« Oui. »« Et qu'en penses-tu » Lily resta silencieuse un instant, le front plissé de concentration, comme elle le faisait lorsqu'elle cherchait les mots justes. « Il ne manque pas à elle, » dit-elle enfin. « Lui, papa. Peux-tu m'en dire plus ?» Lily regarda Dom, puis se tourna vers la juge. « Papa sauvait Lily. Hommes méchants prendront pas Lily. Papa dit non. Papa se bat contre hommes méchants. Papa a bobo pour Lily. » Sa voix se raffermit. « Papa a jamais tapé Lily, jamais crié sur Lily. Papa câline Lily quand Lily peur. Papa lit histoire le soir. Papa gardait ours sûr. » Lorsqu'on lui posa la question, elle se redressa sur sa chaise, ses yeux bleus rencontrant directement ceux de la juge. « Lily veut rester avec papa pour toujours. S'il vous plaît. » La salle d'audience tomba dans le silence. La juge Chen baissa les yeux vers le dossier devant elle, regarda l'homme en costume bleu marine, regarda la petite fille en robe rose qui avait survécu à des horreurs qu'aucun enfant ne devrait connaître et qui avait pourtant trouvé son chemin vers quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et lentement, la juge Victoria Chen sourit. La salle d'audience retint son souffle. La juge Victoria Chen retira ses lunettes de lecture et les posa soigneusement sur le banc. Elle regarda la pile de dossiers, puis l'homme en costume bleu marine, puis la petite fille en robe rose, assise à côté de lui, leurs mains entrelacées. « J'ai examiné toutes les preuves, les témoignages et les rapports soumis dans cette affaire, » commença Chen, sa voix étant mesurée et délibérée. « Je dois dire qu'en mes 22 ans de carrière, c'est l'un des cas les plus inhabituels sur lesquels j'ai jamais présidé. » La prise de Dom sur la main de Lily se resserra. Elle lui rendit sa pression. « Monsieur Caruso, votre passé n'est pas idéal. » Les yeux de la juge rencontrèrent les siens directement. « La Cour est consciente des allégations, des enquêtes et des associations qui disqualifieraient normalement tout demandeur. » Dom ne détourna pas le regard, ne sourcilla pas. Il avait fait la paix avec celui qu'il avait été. Ce qui importait maintenant, c'était celui qu'il choisissait de devenir. Cependant, continua Chen, cette cour ne juge pas uniquement sur le passé. Nous évaluons le présent. Nous considérons l'avenir. Nous posons une question fondamentale. Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? Elle tourna son regard vers Lily. Lily Grace Hartley a enduré des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Elle a été témoin de violences. Elle a subi des abus. Elle a été traitée comme une propriété par des gens qui ne voyaient en elle rien de plus qu'une marchandise. Rosa pressa une main sur sa bouche, Lucas fixa le sol. Et pourtant, dit Chen, sa voix s'adoucissant, elle est assise ici aujourd'hui, en bonne santé, en voie de guérison, et aimée. Elle a trouvé la sécurité. Elle a trouvé un foyer. Elle a trouvé un père. La juge se saisit de son maillet. Cette cour approuve par la présente la demande d'adoption déposée par Dominique Caruso. À partir de ce jour, Lily Grace Hartley sera légalement connue sous le nom de Lily Grace Caruso, avec tous les droits et privilèges accordés à un enfant biologique. Le maillet tomba. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis Lily se tourna vers Dom, ses yeux bleus immenses, brillants de larmes qu'elle ne comprenait pas. Ça veut dire, papa est le vrai papa de Lily maintenant. La voix de Dom se brisa. Il avait commandé des armées. Il avait affronté la mort sans broncher. Mais ce moment le brisa complètement. Ça veut dire, dit-il, ces mots chargés d'émotion, que tu es ma vraie fille maintenant. Le visage de Lily se transforma. Joie, soulagement, incrédulité, amour
Tout ce qu'elle avait eu peur d'espérer devint soudainement réel. « Lily aime papa !» cria-t-elle, jetant ses bras autour de son cou. Dom la serra comme s'il ne la lâcherait jamais, comme si chaque instant de ténèbres dans sa vie l'avait menée à cet unique point de lumière. « Je t'aime aussi », murmura-t-il. 3 mots qu'il n'avait pas prononcés en 20 ans. Pas depuis Isabella, pas depuis qu'il avait enterré son cœur aux côtés de sa sœur dans ce cimetière froid de Newark. Mais maintenant, enfin, son cœur battait à nouveau. Rosa pleurait ouvertement, n'essayant même pas de le cacher. Lucas se détourna, mais ses épaules tremblaient. Marco, le vieux conciliaire qui avait tout vu, qui avait traversé des décennies de violence et de pertes sans expression, sourit. Un vrai sourire, rare et précieux comme le diamant. L'agent Mitchell se tenait tranquillement au fond de la salle d'audience, observant. Elle adressa à Dom un simple signe de tête. Un respect durement gagné et librement donné. À l'extérieur du tribunal, le soleil printanier était aveuglant. Et là, bordant les marches, se tenait la famille Caruso. Pas la famille criminelle, pas des soldats et des hommes de main. Juste des gens. Des hommes qui avaient travaillé aux côtés de Dom pendant des années, qu'il avait regardé se transformer au cours des derniers mois, qui étaient devenus pour être témoins de cet instant. Quand Dom émergea avec Lily sur ses épaules, ils explosèrent de joie. Des acclamations, des applaudissements, des sifflements. Des hommes adultes, aux bras tatoués et aux phalanges cicatrisées, pleurant, riant et célébrant comme des enfants eux-mêmes. Lily les regarda depuis son perchoir, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Papa », dit-elle, lui tirant doucement les cheveux. « Qui sont-ils » Dom leva les yeux vers sa fille. Sa fille. Les mots chantaient dans sa poitrine. « Ils sont ta famille, ma chérie, » dit-il. « Ta grande famille. » Lily y réfléchit un instant, puis elle leva sa petite main et fit un signe. Les acclamations doublèrent. Et là, sur les marches du tribunal de la famille de Boston, entourée par la famille la plus improbable qui soit, Lily Grace Caruso rit. Un vrai rire, plein, libre et magnifique. Le son d'un enfant qui avait enfin trouvé le chemin de la maison. Chers amis, merci d'être restés avec nous jusqu'à la toute fin de cette histoire. Si ce voyage a touché votre cœur, si vous avez ressenti les larmes, la joie et l'espoir que Lily et Dominique ont trouvé ensemble, s'il vous plaît, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On ne sait jamais quel cœur pourrait être guéri par une histoire de rédemption et d'amour. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous, qu'est-ce que cette histoire a signifié pour vous? Avez-vous déjà été témoin de la transformation de quelqu'un par le pouvoir de l'amour? Avez-vous déjà été sauvé par quelqu'un qui croyait en vous quand vous ne pouviez plus croire en vous-même? Partagez vos pensées. Partagez vos sentiments. Nous lisons chaque commentaire, et vos mots nous inspirent à continuer de créer des histoires qui comptent. Merci de faire partie de notre communauté. Merci de vous soucier des histoires qui célèbrent le meilleur de l'humanité. Nous vous souhaitons santé, bonheur et paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous trouver votre famille, où qu'elle soit. Puissiez-vous ne jamais cesser de croire que la bonté existe, même dans les endroits les plus sombres. Au revoir pour le moment, et nous vous retrouverons dans la prochaine.